En fait, je vais vous raconter ma vie pendant 2 heures, vous allez voir, ça va être génial. Voilà. En plus, on va rire, ça va être super. Ok, alors on y va? Bon, alors, vu que tout commence toujours par une première fois, moi je vais vous raconter la première fois où j'ai été chez Gwen. Et alors Gwen, c'est un super copain. En fait, j'ai été chez lui pour son anniversaire, pour ses 12 ans. Et moi aussi, j'avais 12 ans. Alors du coup, je monte dans la Peugeot 204 break blanche familiale, direction Gros Bouc. Alors, Gros Bouc, c'est le nom du lieu-dit. Ouais. Enfin, du lieu-dit du village. Hein, parce que je ne sais pas chez vous, hein, mais nous, chez nous, un lieu-dit, on appelle ça un village. Le village, on appelle ça le bourg. Vous dites ça aussi ici? Non. Pas spécialement. Donc je monte dans la 204 avec ma mère, on monte la côte de l'Enville-en-Bois, on prend la direction du bourg d'Issé. Là on roule, on passe sur la droite le bourg de Louis Fer, qui est le bourg maternel. C'est là où est donc née ma mère, et on passe notamment aussi à côté d'un petit coin, on l'appelait le petit coin de l'Anneau. C'est un verger qui est composé d'une vingtaine de pommiers, et composé aussi d'une vieille queue en bouée. Il y en a qui causent galop ici. Personne casse galop à Tsaï. Oui, alors le galop, en fait, c'est la langue de Haute-Bretagne. Hein, en Bretagne, vous avez 2 langues. Hein. Vous avez la Basse-Bretagne, qui est le breton, langue celtique, et dans la Haute-Bretagne, vous avez une langue romane qu'on appelle le gallo. Alors, vous allez peut-être retrouver quand même un vieil queue en bouée. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, en bois. Ouais, vieux, voilà, et un queue. Une vieille cuillère en bois qui était dans le... c'est une barrière. Voilà, c'était une vieille barrière qui ne tenait quasiment plus et qu'il allait bien falloir finir par changer un jour ou l'autre. Bon, enfin bref. Alors, donc on passe devant le bourg de Louis Fer, on rentre dans la forêt pavée. Là, dans la forêt pavée, on tourne à gauche, direction le bourg de Moidon. Et là, il y a ma mère qui me raconte que quand elle était petite, qu'elle allait du bourg de Louis Fer au bourg de Moidon pour aller à l'école ménagère, elle était toujours flippée de traverser la forêt parce qu'elle avait peur de se faire charger par des sangliers. On sort de la forêt pavée et au loin, on aperçoit l'éolienne arc-en-ciel de Gros Bouc, avec un bouc dessiné dessus. Alors ma mère se gare et en fait, en se garant, elle fout le cul de la 204 dans le fossé. Alors bon, il y a Gwen qui arrive, il voit le topo, il appelle sa mère arrive, elle voit le topo, elle appelle son mari, le père à Gwen arrive avec un de ses copains, et là, qu'est-ce que je vois? Les gars, ils arrivent pieds nus. Ils n'avaient pas de chaussures. Alors en fait, je me suis souvenu que mes parents causaient des parents à Gwen. Et si vous voulez, ce qui se disait sur les parents à Gwen, c'est que, bon, déjà, ils n'étaient pas du coin, ils étaient de la région parisienne, à l'origine. Et qu'en plus, si vous voulez, c'était moitié des écolos, moitié des hippies, moitié une secte. Et effectivement, moi, à cette époque-là, pieds nus, il y avait 3 possibilités. Tu te lèves le matin, t'es pieds nus, et rapidement, je devais mettre des chaussettes, parce que sinon, j'allais attraper une bronchite. Le samedi, je sors du bain, donc j'ai les pieds mouillés, je devais sécher mes pieds, mettre des chaussettes parce que sinon j'allais attraper une angine. Et puis au mois de juillet, hein, je sors de la plage là, pour aller à la caravane, au camping, et je devais mettre mes tongs parce que sinon j'allais m'ouvrir le pied, 15 points de suture. En fait, ma mère, elle m'avait toujours bien fait comprendre que la nature, c'était très dangereux. Et les gars, eux, pas de problème, pieds nus dans le fossé, ils remettent la 204 sur la route. Et ma mère rentre à la maison. Et moi, je rentre chez Gwen. Alors déjà, je suis happé par une douce odeur de mélange d'huile essentielle et de feu de bois. Et puis, dans le fond de la cuisine, qu'est-ce que je vois? Un poster de la Terre. Dans la cuisine. C'était pas une salle d'histoire géo, hein, c'était la cuisine. Nous, dans la cuisine, on avait le calendrier des postes, avec le chat qui fait comme ça, là.
on avait le calendrier des pompiers. Et puis aussi, on avait ces petits calendriers, vous savez, où on enlève jour par jour avec des blagues pas bonnes là-dedans. Vous voyez les petits calendriers là, comme ça? Vous voyez, nous, on était plutôt branchés sur le temps et eux, vraisemblablement, sur l'espace, quoi. Du coup, alors voilà, c'est le début de la fête, hein, voilà, alors on va faire des jeux, tout ça, on a 12 ans, hein. Puis il y a Gwen qui dit, bon, et si on faisait des pop-corn? Moi, je savais pas comment ça se faisait à l'époque. Bon, ok, alors vous savez, on prend une casserole, met de l'huile, mettez des graines de maïs, vous faites chauffer, enfin vous couvrez, hein, vous faites chauffer, et c'est ce qu'on fait. Et puis là, bon bah, on s'amuse, on rigole, on joue, on sort dehors, on court, on joue, on rigole. Et à un moment donné, il y a Gwen qui dit merde, putain! Puis je dis bah quoi? Les pop-corn! Et là, je me détourne vers la cuisine. Et là, qu'est-ce que je vois dans la cuisine? Rien! Oh bah t'as vu une fumée là-dedans? Oh, le chantier! Oh là là là! Ben, bon, alors c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah ça y est, la fête elle part en vrille, quoi. Bah alors là, terminé, quoi. Il va y avoir une ambiance derrière. Eh ben pas du tout. Il y a la mère à Gwen qui est arrivée là-dedans et qui a fait oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y en a comme fumée là-dedans? Eh ben dis donc, ben, les pop-corn on va pas les manger, ils vont pas être bons, hein. Oh bah non, hein. Oh bah dis donc, hein. Oh là 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 là, et pas de problème. Ouais ben ça sera arrivé chez moi ça. Ah ben je vois direct ma mère, moi j'aurais pris perpète, hein. Ouais, ma mère, elle aurait fait un plan du genre ah, bon Dieu, t'as voulu nous faire tes bons de popcorn. Je t'avais quand même pas dit hein, de faire chauffer de l'huile comme ça sur le feu, c'est n'importe quoi. Écoute, mon petit bon bleu, t'as failli nous foutre le feu dans la maison, c'est pas pareil. Dis donc, t'es pas au courant de la dernière? Ah bah non, raconte donc. Eh ben, il a failli nous foutre le feu à la maison en faisant des popcorn, cet imbécile. Et en fait, c'est à ce moment précis que je me suis dit, c'est qui était dans une secte? Voilà, selon l'expression bien connue, le cul entre deux chaises. Alors oui, je vous ai peut-être pas dit, mais en fait tout ce que je vous raconte là est vrai, hein, parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Hein, donc du coup je vais continuer. Hein. En fait Gwen, je l'ai rencontrée en 6e B au collège de la Ville-aux-Roses. Alors la Ville-aux-Roses, rien à voir avec la Ville-Rose qui est Toulouse. Hein. La Ville-aux-Roses en fait c'est un quartier populaire de Châteaubriand qui se situe entre Rennes et Nantes, au milieu. Châteaubriand est la capitale du pays du milieu, capitale du pays de l'année. Et en fait, à Châteaubriand, et notamment là, au quartier de la Ville-aux-Roses, vous aviez en gros 3 types de population. Vous aviez des ruraux qui étaient montés à la ville pour travailler à l'usine. C'était une petite ville, hein, ça faisait 12 000 habitants quoi, à l'époque. Vous aviez des ruraux qui venaient du Portugal et qui quittaient le manque d'espoir que suscitait la dictature de Salazar pour travailler à l'usine. Et puis, il y avait aussi des Turcs que les cadres de l'usine avaient été chercher dans 2 régions du centre de la Turquie, Kayseri et Sivas, pour travailler à l'usine. Et tout ce petit monde-là, eh bien, habitait la Ville-aux-Roses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'usine qu'il y avait à Châteaubriand. Ouais, Huard. Alors là, chapeau. Bah ouais, quand même, Huard, quoi. Les charrues, Huard, quand même. Non, ça a quand même été le numéro 1 de la charrue en France et en Europe, quand même, Huard. Avec la célèbre charrue Brabant réversible. Et la non moins célèbre charrue 4 corps autoportée réversible. En fait, mon père, lui, il a rejoint l'usine Huard en 1962. À l'origine, mon père, il est paysan. Je dis ça parce qu'il est né en 1939. Et quand on est dans une famille de paysans en 1939, on est paysan. Mais lui, et la paysannerie et la campagne, ça ne l'intéressait pas du tout. Bon, il faut vous dire que mes grands-parents étaient métayers, c'est-à-dire que leur ferme ne leur appartenait pas, c'était un propriétaire et qui devait fournir une partie de la récolte, toujours de manière fixe d'ailleurs, en dépit que la récolte soit bonne ou pas. Et les propriétaires, mon père
les appelait affectueusement les Daguins. C'était leur nom. Alors, en fait, il faut vous dire que Daguin, je reprends l'accent, hein, Daguin, c'était non seulement donc, les propriétaires de la ferme, c'était Daguin, le médecin de la commune de Sion-les-Mines, c'était le maire de la commune de Sion-les-Mines, et c'était le propriétaire du château qui trônait dans le bourg de Sion-les-Mines. Autant vous dire que, en fait, mon père a toujours dit que moi, ce que je voulais, c'était quitter le Moyen-Âge. Et quitter le Moyen-Âge, pour lui, c'était quitter l'agriculture, la campagne, et rejoindre la ville, à défaut de devenir, en fait, vétérinaire, et ben, il est devenu ouvrier forgeron. En fait, lui, il bossait aux forges. En fait, il conduisait donc un marteau-pilon. Alors lui, il fabriquait des socs. Hein, je ne sais pas si du coup tu connais les charrues, si tu connais Huard, tu dois connaître. Oui. Les socs, c'est la partie métallique du bas du versant de la charrue. Hein, voilà, il tapait de la ferraille en fait à longueur de journée. Lui, il conduisait un marteau-pilon. Ben, en fait, il rentrait là, au sol. Là. Alors, ce qui était marrant, c'était que mon frère et moi, de la cour du collège, on entendait les coups de marteau-pilon les après-midi. Et c'était quand même à 2 km. Ouais, alors tout ça pour dire aussi que mon père, rendu à la longue, il était un petit peu dur de la feuille. Hein. Alors c'était marrant parce qu'on se disait avec mon frère, tiens, bah, tous les châteaux ils sont au boulot. Oui, on entendait pan, pan, oh, c'est papa qui pan, et pan. Bon, puis sinon, bah, le matin, il faisait des petites bricoles, il bricolait le matin, parce qu'il bossait d'après-midi, et voilà, le matin, il bricolait. Et bah, d'ailleurs, le genre de bricole qu'il faisait, vous savez, la vieille queue en bouée du petit Conano, bon, bah, ça, c'était une bricole pour lui. Lui, c'était un pro du portail en ferraille. Il avait déjà prévu de refaire un portail en ferraille bien costaud, un truc sympa. Bon, et un matin, je vais voir mon père et je lui demande « Hé papa, est-ce que je peux te filer un coup de main ?» Et mon père me répond, comme un père, de manière affectueuse à son enfant, il me dit « T'as pas des livres et tu joues ?» Vous avez compris là hein. Ouais, bah oui, il n'y a plus que l'accent. Hein. Alors, ce que l'on pourrait quand même traduire en français légitime par « Ai-je bien entendu? N'as-tu pas des livres à étudier ?» Alors, autant vous dire que mon frère et moi avons été très fortement invités à travailler à l'école pour ne pas devenir ouvriers. Certainement pas paysans, parce qu'il fallait garder le sens du progrès. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 6e B, dans cette classe-là, au collège de la Ville-aux-Roses. Tiens, d'ailleurs, vous lui donniez un nom, vous, à votre cartable, quand vous étiez au collège. Comment est-ce que vous appeliez votre cartable ou votre sac? La vache. Vous aussi? On est nombreux, là, à avoir appelé ça une vache? C'est pour se voir un petit peu, se rendre compte? Ouais, on va peut-être pouvoir monter un profil Facebook ou un... Ok, ouais, on appelait ça une vache, nous aussi. Alors vous savez, ça sonnait là. Bon, allez, je vais chercher ma vache. Alors vous aviez un tas de vaches comme ça là. Je dis, merde, elle est où ma vache? Putain, qui c'est qui m'a piqué ma vache? Oui, alors maintenant, terminé, il n'y a plus de tas de vaches. Hein. Maintenant, elles sont toutes rangées hein, dans des casiers à clé, des espèces de stabulation. Finalement. Maintenant, tout est bien organisé. En fait, bon, bah, la vache, c'était ce truc gros et lourd en cuir qu'on trimballait toute la journée, quoi. Bon, alors, 6e B, le premier jour de la rentrée. Il y a un gars qui était du quartier, qui était redoublant. Il a sorti la chose suivante. Il a dit ouais, de toute façon, moi, je ne veux pas rester dans cette classe parce qu'il y a des intellos. Ah bon? Alors en fait, c'est pas qu'il y avait que des intellos, mais c'est qu'il y avait quand même des fils et des filles plutôt de bonne famille. Je me retrouvais avec le fils du cardiologue, fils de médecin, le fils alors des fils de profs, alors là il y en avait à Tour-Larigot. Il y avait aussi la fille d'un chef d'entreprise, il avait une Mercedes. Il y avait le fils du directeur du magasin de meubles. Bon, en fait le truc c'était que la Ville-aux-Roses c'était des marais asséchés. Et moi mes amis ils habitaient en haut de la côte de la Ville-en-Bois, juste à côté de la route d'Issé, au domaine du lac, en face du château de la Ferrière. Et c'est par exemple en fréquentant ces amis que j'ai découvert par exemple qu'on pouvait avoir une salle de jeu qui faisait la taille de ma maison, qu'on pouvait avoir une piscine devant la cuisine, qu'on pouvait avoir une salle spécialement réservée à regarder la télévision. Ah ouais, c'est là aussi où j'ai découvert la révolution, le Nutella. Oh.
Ah ouais, alors chez Gwen, j'avais découvert la purée de sésame. Et ouais, parce qu'en fait, nous à la maison, en fait, on avait un prunier dans le jardin. Alors pour pas gâcher, ma mère, elle faisait de la confiture de prunes que moi je trouvais vraiment dégueulasse. Surtout qu'elle faisait les tartines à 13 h et que moi je les mangeais à 17 h. En fait, je les mangeais pas d'ailleurs. Je les prenais et je les planquais dans la haie. Jusqu'au jour où mon père, en taillant la haie, est tombé sur un monticule de tartines en putréfaction. Ben, on a réussi quand même à avoir bon, de la pâte à tartiner. Ouais. Ah oui, tiens, l'anniversaire d'un bon copain qui était, son père était médecin. Eh ben, je me souviens du gâteau. C'était un gâteau au chocolat qui était grand comme ça, complètement au chocolat. Et dessus, ils avaient collé un Mars, un Snickers, un Lion, un Mars, un Snickers, un Lion, un Mars, un Snickers, un Lion. Du Coca, du Fanta, du Sprite, du 7-Up, que de la marque. Hein. Oh là là. Ben, je vous raconte pas la honte quand, en retour, fallait les inviter à la maison, quoi. Ben, ma mère, elle faisait gâteau 4 quarts, avec de la crème anglaise, truc super fun. Par contre, t'avais du tang à volonté, quoi. Ça c'était bien. Vous vous souvenez du tang? Oh, c'est génial, ça, le tang. Avec 30 grammes de poudre, tu fais 30 litres de boisson acidulée, quoi. Oh. Moi, je mangeais ça à la petite cuillère. Bon, en fait, si je suis arrivé dans cette classe-là, c'est pas par hasard. C'était une politique de l'établissement. J'ai appris ça quand je suis devenu pion dans ce même collège quelques années après. Et c'est mon ancien prof de maths qui était devenu proviseur adjoint qui avait vendu la mèche. Alors c'est marrant parce que c'est un prof que moi j'aimais pas parce qu'il me faisait peur. Il faut dire que c'était un gars qui était pas fin, quoi. Hein, on peut même dire qu'il était raide comme la justice. Hein. C'est sûr que c'était pas le genre de prof, tu lui pissais le long de la cuisse sans bâton. Mais il avait quand même vendu la mèche. C'est ça qui est marrant. En fait, ce qui se passait dans ce collège, c'est qu'il y avait une politique où on prenait des fils de prolos présélectionnés, qu'on allait lâcher dans des bonnes classes, histoire de les tirer vers le haut. Et une espèce de discrimination positive d'avant l'heure. Et bah, donc du coup, dans ce cadre-là, de peu mieux faire, on doit faire ses preuves. 2 premières S pour une terminale littéraire, j'ai réussi quand même à avoir mon bac. Ouais. Et j'étais à la fac, et j'ai fait sociologie. Émile Durkheim, Max Weber, Erwin Goffman, Norbert Elias, Pierre Bourdieu. Et la veille d'aller à la fac, eh bien, il y a ma mère qui est arrivée vers moi et qui m'a offert ceci. Ma nouvelle vache. Et vous imaginez, là, vous savez, quand vous êtes au lycée, quoi, hey, j'ai cours, ouais, fais chier, j'ai cours, t'es comme ça, quoi. Hey, maintenant, changement de statut, t'as ton bac, mon petit bonhomme, tu vas à la fac. Hop, je suis étudiant. Oui, je vais en cours. Hop, hop. Voilà. Eh ben, c'est tout bête, mais cette nouvelle vache, eh bien, elle symbolise tout l'espoir que je représentais aux yeux de mes parents, quoi. Voilà. Voilà. Bon, et tout ça, eh bien, ça se passe dans le rural. Alors, après cette brève introduction, je vous propose qu'on fasse un petit jeu pour dépoussiérer le rural. J'ai rapporté on a rapporté un paperboard, marqueur. Je vous propose qu'on fasse le champ lexical du rural, hein, un brainstorming du rural. Je vous dis rural, qu'est-ce que vous me répondez? D'accord, on va lister une vingtaine de mots. Ça vous dit? Ouais? Allez, c'est parti. Alors, je vous dis rural, qu'est-ce que vous me répondez? Exode. Alors, exode. Cutéreux. Allez, ça y est, c'est parti. Terre. Oh non, ça sent bon. Alors, bah merci, ça va. Alors, fumier. Vélo. Montagne. Vélo. Oh là là, dis donc, il est moitié mort, le pauvre. Vous voyez rien, hein? Non. Qu'est-ce que j'ai fait de... Il est là-bas.
est à vélo. Champêtre. Champêtre. Vache. Je vais faire un mot, un stylo. Vache. Ah, celui-là, il envoie. Sanglier. Air. De l'air. D'accord, c'est là où on respire de l'air. Ensuite, les haies. Pardon? Le béret. Le béret. Le cheval. Le béret, le cheval. Aménagement du territoire. Oh là là, c'est long ça. Aménagement du territoire. La boue. La boue. Le tracteur. Solidarité. Solidarité. Le coq. Ça va dans le fumier. Les mouches. Le coq. Les mouches. Les vers de terre. Alors les vers, les vers de terre. D'accord. Bouse de vache. Bouse de Le vache. calva le matin. Les vers de terre. Ah bah ouais. Le calva le matin. Bah ouais. Le calva du matin. Le clocher. Agricole. Allez, agricole. Et on va prendre un petit dernier. Vous voyez, on ne peut pas tout noter. Ruisseau. Allez, paysans, j'ai entendu. Oh, ouais, c'est quand même... Le chien. Et je vais le mettre là-haut, paysan. On s'arrête là? Sinon, on peut se le remplir hein, longtemps. Bon, ok. Allez, je vous propose maintenant en fait, d'aller voir dans quelques ouvrages savants comment eux est-ce qu'ils définissent le terme de rural. Alors, ah oui, le dictionnaire. Alors, je l'ai pas pris parce que le gros Robert, il rentrait pas dans ma petite vache. Mais je vais quand même vous donner la définition du gros Robert. Alors, rural, c'est un terme de 1350. Ça vient de russe, ruris, et c'est défini de la manière suivante. C'est ce qui concerne la vie de la campagne et ce qui concerne les habitants de la campagne, c'est-à-dire les paysans. En fait, c'est une double définition de type plutôt géographique et une définition de type plutôt sociologique, voire même professionnelle. Bon, bah ça, vous l'avez très bien vu hein, directement, c'est-à-dire la première définition, c'est ce qui concerne la vie de la campagne, c'est-à-dire la vie de la terre, la vie aussi eh bien, des haies, du caractère champêtre de l'espace, et c'est finalement tout ce domaine de l'aménagement du territoire, hein, donc ce grand classique que tout le monde connaît, hein, l'aménagement du territoire. C'est ce qui nous amène à penser en fait la ruralité justement dans ces termes de la dynamique et de la protection des espaces et des terroirs, du projet d'orientation, du schéma de cohérence, du pilotage, du diagnostic. Vous voyez, autant de catégories dominantes qui servent aux institutions à penser, la ruralité. Bah, en fait, voilà, c'est ça, c'est l'aménagement du territoire. Sans ménagement du territoire. Plutôt avec du management du territoire. Vu que maintenant on est rendu au marketing territorial. Voilà, on est rendu là. Bon, bah ça c'est le premier registre. Le deuxième registre, eh bien, c'est donc le registre de ceux qui habitent la campagne, c'est-à-dire les paysans. Ça, vous l'avez vu directement. Hein. C'est donc le paysan hein, qui est à l'air libre et qui s'occupe de ses vaches et de son cheval. C'est le paysan du milieu agricole hein, qui conduit aussi son tracteur, qui va nourrir de temps en temps son coq, et qui s'occupe plus du tout de ses vers de terre, parce qu'en général, le paysan, il n'aime pas trop les lombriques, enfin, il n'en prend pas trop soin. Ou alors, il faut voir un petit peu quelle paysannerie, justement, il pratique. Mais en fait, le troisième registre, et ça, vous l'avez très bien vu, alors, c'est pas le paysan, c'est le pesant. C'est ce cutéreux bourré de mouches parce qu'il vit dans le fumier, hein, qui vit de la solidarité nationale parce que de toute façon il ne peut pas faire autre chose, et qui a les pieds dans la boue quand il part en exode, le pauvre garçon, parce que tout d'abord c'est un gars qui est tout le temps bourré parce qu'il boit du calvé le matin et qui part avec son béret en vélo.
persuadé. Alors, dans le dictionnaire des synonymes, on va voir comment est-ce qu'ils définissent rural. Vous allez voir que vous êtes aussi savant qu'un dictionnaire des synonymes Larousse. Alors, on va regarder rural. Rural, voire campagnard. On va aller voir campagnard. Campagnard, donc champêtre, rural, voire paysan. Jusque-là, on avait tout compris. On va aller voir paysan. Paysan, agriculteur, cultivateur, bouseux, croquant, balourd, cutéreux, pécore, pétzouille, pecno, rustre, rusto, rustique. Rustique. Bon, alors ça, c'était la grande question dans la famille. Parce qu'en fait, ma mère, pour elle, hors de question que la vieille queue en bouée et soit en ferraille. Elle, ce qu'elle voulait, c'était une barrière rustique, voilà, en bois, hein, une barrière faite à l'ancienne, vous voyez, mal dégrossie, jolie, champêtre, bucolique. Hein, ah oui, quand même. Hein, et d'ailleurs, dans le dictionnaire, hein, alors rustique, ça vient de rusticus, qui a la même origine latine que rus et ruris. Et le rusticus, ça qualifie quelque chose comme une barrière, d'un peu simple, ou quelqu'un d'un peu simplet. Et aussi quelque chose comme une barrière de peu raffiné, c'est-à-dire quelqu'un de grossier. Je vais donc tenter de réaliser devant vous un rusticus. Ben, si tu veux, mon con, parce que l'autre fois, moi, je te disais, parce que c'est vraiment un con, celui-là. Hein. Parce que, moi, ce que je veux dire, et moi, je suis pas plus con qu'un autre, hein, tu vois, parce que